Dès lors que nous nous trouvons dans un environnement où l'on ne peut s'exprimer librement, des gestes viennent naturellement suppléer l'absence de parole. Que ce soit dans un endroit bruyant ou bien dans un lieu de silence, tous, nous avons utilisé des gestes évocateurs, codifiés ou spontanés, pour pallier l'incommunicabilité. Mais il est des situations où cette expression gestuelle est vitale. Donc en fait, quand l'infirmière va installer la sonde, elle mesure du nez jusqu'au niveau de l'oreille et de l'oreille jusqu'au niveau de l'appendice thyroïde. Donc on clampe à l'aide de ce dispositif, on remplit la chambre et on prend bien la précaution de purger la totalité de la tubulure. Vous allez surveiller le comportement du patient. Comment il vit la mise en place de cette sonde. Il peut s'entortiller au fond de la gorge, la sonde. En France, la Croix-Rouge est le seul établissement qui accueille, dans le cadre d'une formation sanitaire, des malentendants sourds. Ils sont au nombre de 5 sur une promotion de 55 élèves. Cet accueil de malentendants sourds sera reconduit l'année prochaine puisque c'est un projet qui doit durer 3 années consécutives. On a dû intégrer des aménagements dans la façon de concevoir la séquence pédagogique. Disons qu'on insiste un peu plus sur les supports visuels et puis un support papier est remis systématiquement parce qu'ils ne peuvent pas à la fois observer le formateur et en même temps regarder l'interprète. Ça les exonère d'une prise de notes qui pourrait perturber la compréhension. C'est bon pour tout le monde ? C'est vrai que quand je suis rentrée à l'école, on ne m'avait pas prévenu que je serais avec des personnes malentendantes et sourdes. Donc on est arrivé, on s'est installé en classe, on a vu un interprète et on a trouvé ça bizarre. Donc après on a compris qu'il y avait des personnes sourdes dans la classe, elles s'étaient mises devant. On a été un peu hypnotisés par les signes, on était là à regarder, à essayer de déchiffrer les mots par rapport à ce que disait l'enseignante et on a eu beaucoup de curiosité. Et un peu de peur aussi à aller leur parler, mais ça s'est fait très rapidement et en fait ça s'est très bien passé. Je pense que la surdité c'est pas un handicap pour eux, ça peut plutôt être un handicap pour nous envers eux parce qu'on ne sait pas trop comment s'exprimer, mais eux ils comprennent beaucoup de choses sans qu'on leur parle en fait. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. On m'a mis à l'école chez les entendants, en maternelle. Et puis, ma sœur était en face, dans l'école à côté. Moi, j'étais dans la section des petits, et puis elle était dans une autre section. Et le professeur m'appelait, et en fait, je ne répondais jamais. Je regardais ma sœur à travers les grilles, et puis, et c'est là qu'on s'est rendu compte que je devais avoir un problème. Et ma sœur a dit à ma mère, mais quand même c'est bizarre. Et c'est à ce moment-là que mon beau-père, il a regardé, il a appelé l'orthophoniste. Ils ont vu que j'étais sourde. Pour moi, ma sœur n'a jamais été handicapée. J'ai pris telle qu'elle est venue au monde, je l'ai prise comme ça, naturelle. Ma sœur, quoi, ma petite sœur.
Et c'est vrai que ça a été dur parce que au niveau du langage, elle avait beaucoup de mal parce qu'elle commençait tout juste à entrer dans les écoles spécialisées. Donc il fallait sans arrêt que je traduise. Vu que j'étais 24 heures sur 24 avec elle, j'étais la seule à la comprendre. Donc sans arrêt, il fallait traduire. Et dès qu'elle elle était confrontée à des gens qui parlaient normalement, si on peut dire, elle m'appelait au secours, et puis elle a sans arrêt me tapait sur l'épaule. « Hé, Sika !» J'étais vraiment sa troisième main, enfin, quelqu'un d'indispensable en fait. L'handicap de Jennifer a suscité pas mal d'attention à son égard, c'est normal, elle a un handicap, il faut veiller à elle, veiller à son épanouissement, à son bien-être. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de jalousie. La grande sœur était mise un peu de côté parce que j'étais normale, si on peut parler de normalité bien sûr. Et c'est vrai que je passais à côté de mes petites copines, mes petites amies que j'avais à cet âge-là. Mais je pense que c'était tellement naturel et je faisais même pas attention en fait. Moi, on m'avait conseillé dès le départ donc un enseignement par le langage des signes. Mais au départ, je n'étais pas d'accord parce que je voyais la capacité de Jennifer, qu'elle avait la volonté. Et donc, j'ai été voir les professeurs. Je leur ai expliqué, non, je ne suis pas d'accord. Elle veut apprendre le langage des signes, c'est tout à fait normal. Mais si elle veut parler avec des entendants, il faut la laisser faire. Sans son appareil, elle est sourde profonde. Mes parents m'ont mis dans une école oraliste. Et je leur dis merci, vraiment. Parce que c'est vraiment l'école qui m'a appris. Hein. C'était une école sévère. Et du coup, je peux parler quand même. Et puis ensuite, quand je me suis retrouvée à l'internat, là j'ai commencé à avoir des amis à communiquer en langue des signes. Et là, vraiment, j'ai réussi à m'exprimer, quoi. Et j'en avais besoin, j'avais des tonnes de choses à dire qui étaient enfouies depuis des années. Grâce à la langue des signes, j'ai tout compris. J'ai réussi à m'expliquer sur plein de choses, à poser des questions, à dire que j'étais d'accord, pas d'accord. Avec les enfants, c'était beaucoup plus difficile. Je ne pouvais pas, hein, j'étais coincée. L'internat, ça a été vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans cette école, à l'internat. Et vraiment, j'ai envie de remercier, merci à ma mère qui a accepté de me mettre en internat. Bon, bien sûr, on s'est un peu moins vu avec ma famille, hein. Les relations étaient un peu coupées forcément au fur et à mesure. Mais bon, je sais aussi que ma famille est importante, mais j'ai besoin de la langue des signes, j'ai besoin de mes amis. Et je veux dire, bon, la famille, c'est sûr que moi je ne pouvais pas communiquer avec elle, donc j'en ai eu marre, oui. Il fallait que je sois heureuse, il fallait que je sois avec mes amis, et quelque part, les amis ont un peu remplacé ma famille. Ma mère l'a compris plus tard, hein. Ma fille ne m'a pas appris le langage des signes, malgré qu'elle ne voulait pas. Maintenant, je pense que j'ai un peu de regret. Parce que maintenant, vis-à-vis de Jennifer, bon, je côtoie souvent ses amis malentendants et sourds, que moi, j'aurais bien aussi participé donc, avec eux. Donc, c'est eux qui m'expliquent le langage et tout ça. Mais Jennifer, de elle-même, elle ne veut pas. Ça a été aussi l'adolescence, le moment des reproches, beaucoup de reproches. Parce que Jennifer nous a souvent dit et répété qu'elle a fait l'effort de parler, d'articuler pour qu'on se fasse comprendre d'elle et que nous, on n'a pas fait l'effort d'apprendre le langage des signes. Au cours des repas, je ne dirais jamais, hein, j'avais 3 sœurs et un frère, c'était une famille quand même nombreuse, et là vraiment, je me suis vraiment souvent sentie exclue. Et j'ai souvent mangé seule, et après je suis allée dans ma chambre pour écouter de la musique. Je ne pouvais pas participer à la discussion, ça m'énervait, hein. C'était trop difficile de participer à ce monde des entendants. Jennifer souvent a évité les repas de famille parce qu'elle savait très bien qu'elle n'arriverait pas à suivre les conversations, les éclats de rire, les remarques, les petites blagues. Parce que tout simplement, malgré ma bonne volonté, au bout d'un moment, elle sature parce qu'elle a tout en décalé. Elle allait rire avant ou après et elle a saturé. Et c'est vrai que souvent, elle s'esquive, elle va écouter soit de la musique, soit elle va aller sur Internet, soit elle va prendre un bouquin ou elle va regarder justement ses feuilletons avec son sous-titrage.
Si tout le monde pouvait bien articuler et parler lentement, ça serait bien pour qu'elle puisse suivre. Mais c'est vrai que les gens font l'effort 15 minutes et la communication reprend sa fluidité et tout le monde parle aussi vite, tout le monde, les grandes exclamations, les grands rires. Et c'est vrai que Jennifer, elle est complètement larguée. L'oralisme, c'est obligatoirement pour moi du contrôle, c'est-à-dire qu'il faut choisir le bon mot, il faut contrôler l'émotion, c'est quand même du travail. En langue des signes, je suis dans une langue naturelle, voilà, je m'exprime librement, c'est très différent. J'ai du goût à la regarder avec ses signes, la voir, les yeux briller. C'est splendide, c'est splendide. C'est ma petite sœur et j'en suis fière. Elle a évolué et je vois qu'elle a maintenant 24 ans. Les progrès qu'elle a fait, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Je suis vraiment fière de ma petite sœur. Une belle jeune femme, intelligente et qui a pu prendre le dessus sur son handicap, faire abstraction de tout ce qui était moquerie, parce qu'elle a eu des moqueries. On l'a pris pour une extraterrestre, on l'a pris pour tout ce que vous voulez, mais pas parce qu'elle était vraiment une petite fille qui avait besoin de s'exprimer, mais qui n'avait pas la capacité ou les moyens, de par sa jeunesse et le manque de moyens, car à l'époque c'était un petit peu dur encore de pouvoir s'exprimer. Moi j'ai envie de créer un pôle pour accueillir les sourds qui ont des problèmes de santé, parce que je trouve que c'est important la santé. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette formation ici à Marseille. Et une fois que j'aurai mon diplôme en poche, j'ai envie de retourner à Nantes et de créer un pôle. Je sais qu'à Paris il y en a déjà dans pas mal de villes de France. Et à Nantes, c'est quand même une grande ville, donc je trouve qu'il faut un peu s'y atteler quand même et puis créer quelque chose. Donc une fois que j'aurai mon diplôme en poche, je sais que c'est difficile, hein. Il va falloir trouver le médecin qui connaît la langue des signes, il va falloir trouver la secrétaire qui puisse travailler avec nous, il faut travailler les membres de l'équipe pour créer un pôle. Évidemment, je ne peux pas le faire toute seule. Donc je pense que j'aurai des relations avec différentes associations et j'espère que ça va marcher, mais je sais que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. C'est effectivement une question essentielle que de ne pas confondre le fait de soigner la surdité et le fait de soigner les maladies des sourds. C'est très important parce qu'on a tendance à assimiler la personne à son handicap. Or, le problème des sourds, ce n'est pas tant d'être soigné de l'oreille. Ça, c'est quelque chose qui a eu lieu dans leur vie, qui peut avoir lieu à certains moments de leur vie. Mais en l'occurrence, soigner la surdité, c'est-à-dire réparer la surdité, faire en sorte que le sourd devienne aussi entendant que possible, pourrions-nous dire, ça, c'est la spécialité des ORL. Mais les sourds, par ailleurs, ce sont des gens qui ont une vie, une histoire, qui ont un organisme, qui ont une vie sociale, qui rentrent en relation avec d'autres personnes et qui donc ont des besoins de santé, comme tout le monde. Moi, je suis allée souvent à l'hôpital pour l'appendicite, pour des problèmes au genou, pour des problèmes au dos, des hernies, etc. Et j'ai vu le personnel de santé, la communication, elle est très limitée, hein. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir, on va te donner des médicaments, ça va calmer ta douleur, c'est tout. Et en grandissant quand même, je me suis dit que la santé c'était quand même particulièrement important et que c'est une question de vie ou de mort. On a besoin de connaître absolument ce qui se passe de façon précise, on a besoin d'une information intégrale. Et je regardais autour de moi et je me disais que les sourds manquaient d'informations concernant leurs soins. Ils sont mal soignés, la communication, il y a des problèmes, il y a des malentendus. Et c'est des choses que j'ai remarquées tout au long de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler dans la santé. Je pense que c'est fondamental que les sourds aient une information complète. La première unité de soins pour sourds a été créée en 1995, officiellement ouverte en 1996, ici à Paris, dans l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, à l'initiative du docteur Jean Dagron, qui donc était le coordinateur de cette unité de soins, laquelle était intégrée à un service de médecine interne.
Alors ce qui a poussé le docteur Jean Dagron et ses collaborateurs à créer l'unité de soins pour les sourds en 1995, c'est un ensemble de facteurs. Le premier d'entre eux, le plus important, c'était la question de l'épidémie du sida. Au moment de l'apparition du sida, le symbole du virus ressemblait tellement à un soleil que les sourds croyaient qu'ils pouvaient être contaminés à cause du soleil. Ce symbole visuel les trompait. Donc, les personnes apprenaient qu'elles étaient séropositives au moment où elles rencontraient un médecin et faisaient un test sanguin qui donnait un résultat positif, séropositif. En voyant le mot positif, les sourds croyaient que c'était une bonne chose. Pour eux, le mot négatif voulait dire qu'ils étaient malades et le mot positif voulait dire que c'était bon. C'est aussi à cause des médecins qui n'expliquaient pas et laissaient faire. La communication n'avait pas vraiment lieu. Les sourds repartaient en pensant être en bonne santé et ils allaient faire l'amour avec d'autres personnes sans capote. L'idée a donc été d'organiser une prise en charge spécifique pour les sourds des questions liées à la séropositivité au sida. Maintenant, vous pouvez imaginer ce que ça représente, une salle d'attente où il y a des sourds et qui viennent consulter uniquement pour une question relative au sida. Il est absolument évident que là, on est face à une violation flagrante du secret médical. Dans la salle d'attente, les personnes venaient uniquement pour le dépistage ou alors pour avoir le résultat du dépistage. Donc cela se voyait vraiment, on les voyait. Tout le monde pouvait voir les têtes. S'il y avait un grand sourire, c'était qu'ils étaient séronégatifs, et s'ils pleuraient, c'était qu'ils étaient séropositifs. Donc c'était trop visible. C'est vrai que les sourds sont très visuels, ils voient très bien les choses. Il y avait également des sourds qui venaient accompagnés par exemple de leur mère. Elle était là pour traduire le résultat. Le médecin les accueillait comme si de rien n'était. Il annonçait à la mère que son fils était séropositif. La mère était très choquée et ne traduisait pas. Son fils lui demandait « Je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'il y a ?» Et la mère lui répondait « Tu es malade, tu es séropositif. » Le sourd était stupéfait. Puis, le médecin posait des questions intimes sur sa sexualité. C'était très gênant face à sa mère. Par ailleurs, il y avait le constat qui avait été fait que les sourds sont très très mal soignés, qu'ils avaient très peu accès à des soins de qualité et qu'il fallait donc élargir l'offre de soins pour permettre véritablement un accès complet, entier à des soins de qualité au même titre que ceux que reçoivent les patients attendants. Les pouvoirs publics, tout le monde disait, les directeurs d'hôpitaux, nos confrères, il n'y a pas de problème avec les sourds. Il n'y avait jamais de problème avec les sourds. Et bon, on voyait bien qu'il y en avait quelques-uns qui avaient un problème. Donc on est allé un peu dans le brouillard en disant, bon, ces personnes-là ont besoin, on y va. Et la surprise, c'est qu'il n'y avait pas que quelques dizaines de sourds qui avaient des problèmes. C'est des centaines, des milliers de sourds qui avaient des problèmes, et des problèmes de tout ordre. Ce n'est pas tant que les sourds aient des pathologies différentes. Non, la pathologie des sourds elle est exactement la même que celle des entendants. Mais en revanche, il y avait énormément de problèmes de santé, et il y en a encore aujourd'hui, qui ne sont pas correctement pris en charge. On dépiste des cancers, des traitements qui ne sont pas bien adaptés, des diabétiques qui devraient être à l'insuline ne sont pas à l'insuline parce que les médecins doivent penser que c'est trop compliqué la communication, donc les sourds ne vont pas comprendre, etc. Donc on ne leur donne pas l'insuline alors qu'ils en ont besoin. Les sourds admis en psychiatrie arrivaient en situation, par exemple, de crise sans qu'on sache pourquoi et sans qu'on comprenne pourquoi. Il n'y avait donc pas de dialogue, de communication possible. Enfin, je pense que les pôles, en fait, en ouvrant la porte du service public, rendent visible un problème qui avant n'était pas visible, mais qui existait. La question de la stigmatisation sociale des sourds est apparue dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Les sourds ont été classés comme des débiles mentaux. Et l'expression, en particulier deaf and dumb en anglais, qui signifie sourd et arriéré, est restée pendant très très longtemps utilisée. Cela dit, les sourds n'ont pas toujours été considérés comme des dégénérés. Pour voir à quel point l'éducation des sourds est coordonnée avec l'histoire des découvertes médicales. C'est seulement à partir de la Renaissance, quand les médecins découvrent que organes de l'audition et organes de la phonation sont différents, à ce moment-là, on peut tenter un apprentissage artificiel de la parole. Au milieu du XVIIIe siècle, l'abbé de l'Épée découvre deux jeunes filles qui, en se livrant à des travaux de tapisserie, abandonnaient ces travaux de temps en temps pour communiquer en gestes. Il présente cela comme une espèce d'illumination qui lui fait comprendre très vite que les sourds ont développé un moyen de communication, du moins quand ils vivent ensemble, basé sur l'utilisation du canal visuel-gestuel, et que ça marche. Il lui vient l'idée assez subite, un petit peu comme un déclic, de dire si l'on mettait des enfants sourds dans la situation de ces deux jeunes filles, eh bien peut-être qu'une langue émergerait de cette rencontre de leurs mains et qu'ils vont créer une langue gestuelle. Il tente le pari, il le tente avec ces deux jeunes filles et puis 10 autres élèves, et ça marche. Très vite, une langue des signes émerge de ce petit groupe d'enfants et l'abbé de l'Épée essaye de se mettre un petit peu à leur école de signeurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle une personne qui parle en langue des signes, qui pratique la langue des signes. Et l'abbé de l'Épée va monter un processus d'éducation de ces enfants sourds totalement neuf. Ces enfants auront la chance de devenir des citoyens à part entière. Comme il dit, les yeux pourvoiront à la défaillance des oreilles, et il n'y a rien qui empêche un sourd de puisse lire et écrire le français comme le fait un entendant. Donc vous voyez le rôle énorme de la langue des signes. C'est la langue de socialisation des élèves, c'est la langue aussi de l'accès aux différents types de savoirs, et c'est en particulier l'accès, parce qu'elle fait sens, au français écrit. Cette langue, qui était une langue des échanges de la quotidienneté, de la vie de tous les jours, devient une langue d'enseignement, une langue elle-même qui est aussi langue enseignée et langue d'accès à tous les savoirs. Le geste de l'abbé de l'Épée est quelque chose d'énorme, que les sourds n'oublieront pas, que les sourds du monde entier connaissent. C'est la grande figure de l'émancipation du peuple sourd. Par la suite, cette méthode éducative sera exportée aux États-Unis, ce qui est peut-être le plus beau fleuron de l'Institut national de jeunes sourds de Paris, puisque cela se soldera par la création d'une université en 1864 à Washington, Gallaudet Université, regroupant des étudiants sourds, la seule au monde qui existe actuellement. Aux États-Unis, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un sourd puisse devenir avocat, puisse faire des études qui vont lui permettre d'être enseignant à l'université, d'être professeur, pas d'obstacle, un éventail de métiers intellectuels équivalent à celui des entendants, alors que le Congrès de Milan avait, en 1880, éradiqué la possibilité pour un sourd d'exercer un métier intellectuel. Ce congrès, c'est en quelque sorte, je l'ai dit à plusieurs reprises, un coup monté. D'ailleurs, les Américains, très hostiles à la tournure que prend le Congrès, quittent les lieux parce qu'il n'y a pas d'interprète,
parce qu'on dit des choses absolument horribles, comme on n'aurait jamais osé dire sur le fait d'être sourd. On confond la surdité et la débilité. On dit des choses atroces sur la langue des signes, qui est une langue qui serait incapable de représenter quoi que ce soit de l'ordre d'une abstraction quelconque. Donc ils quittent les lieux. Hein, ils ne signeront pas. Ce sera le pays qui va, la tête haute, quitter le Congrès de Milan avant son terme et maintenir une éducation en langue des signes pour les sourds, le seul pays au monde à le faire. Le Congrès de Milan, c'est aussi un peu une machination. Les personnes qui sont chargées par le ministère de faire un rapport sur ce qu'ils ont pu voir à Milan, qui ne sont pas spécialistes de l'éducation des sourds, se font rouler dans la farine. On fait jouer des pièces de théâtre vocalement à des jeunes sourds, on les fait chanter en chorale. Tout le monde sait que c'est quelque chose d'impossible. C'est forcément des personnes, des enfants qui entendent un peu ou qui sont devenus sourds. Les conclusions des participants au congrès seront vive la parole pure, c'est-à-dire avec l'interdiction, assortie de l'interdiction absolue de laisser les enfants faire des gestes entre eux. Il est interdit de gesticuler. Vive la parole. J'attends. Ce regard de défiance vis-à-vis du monde des entendants, il est bien un effet direct des décisions qui ont été prises après le Congrès de Milan. Le français écrit, qui était tellement libérateur pour les sourds, devient finalement la langue symbole de l'oppression. On peut faire le pari que n'importe quelle langue vocale qui se serait trouvée dans une situation aussi dramatique que la langue des signes aurait disparu. Ça montre à quel point la langue des signes est une véritable nécessité pour les personnes sourdes, pour les enfants sourds. C'est la langue de l'identité, c'est aussi la langue de la vie. En 1910, le grand psychologue Binet déplore cette stigmatisation des sourds pour dire le peu d'effets que ça a eu, et au contraire, des effets ravageurs sur l'intellect. À ce moment-là, la langue des signes redevient autorisée entre les élèves. Tous les établissements n'ont pas joué ce jeu-là. Il y a des établissements qui ont continué à interdire la langue des signes jusque dans les années 1960-1970. On mise tout sur le français vocal. C'est la langue de l'échange, etc. Et pour pouvoir permettre l'accès de l'enfant sourd à l'écrit, on attend qu'il ait monté cette langue orale. Cette langue orale, il ne la monte pas, il met des années avant de la monter. Comme on institutionnalise le retard, les sourds deviennent, ce qu'ils n'étaient pas au XIXe siècle, massivement illettrés. Le rapport de Dominique Gillot en 1998 auprès du Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, dénonce 80% d'illettrisme chez les sourds. Après 100 ans d'interdiction dans les institutions françaises, la langue des signes revient dans les années 70 des États-Unis où elle s'était exportée. Mais il faut attendre 2005 pour qu'elle soit reconnue officiellement comme langue à part entière. Il y avait les bijoux, la montre, les colliers, tout ça. Le monsieur a volé tout ça. Et il l'a avalé et on l'a opéré. Qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à ce qu'elle a signé comme fin? Ils ont téléphoné au commissariat et ils l'ont attrapé. Il a dû payer une amende. Et après, le monsieur est allé à l'hôpital. Et quand ça a été fini, il est sorti, il était libre. Quand une personne, par exemple, on ne sait pas qui c'est, ou alors on sait qui c'est, nous a insulté ou a volé quelque chose, eh bien moi, je peux aller au commissariat de police et dire que je veux porter plainte contre lui. Il y a une personne sourde, il y a une personne entendante, et moi je suis l'interprète. Qu'est-ce que je fais? J'entends ce que dit la personne et je signe.
c'est traduit à l'oral, de la langue des signes à l'oral. Et ensuite, c'est tapé. Donc l'interprète, d'accord, c'est bien, mais il faut payer. Dans leur parcours antérieur, les élèves ont vécu des échecs, des difficultés d'apprentissage. Et ils arrivent ici avec un petit niveau de français. Ils ont chacun bénéficié d'une éducation spécialisée, mais ils ont tous ce problème de blocage par rapport au français écrit. On a pensé dans les années 90 que la langue des signes allait tout résoudre, puisqu'on avait un petit peu quand même constaté un certain échec de l'oralisme, justement pour une partie de la population sourde qui n'arrivait pas à accéder à la langue. Donc on a pensé que la langue des signes allait donner tous les codes pour accéder à la langue. Or, on s'est rendu compte depuis que ce n'était pas le cas. Il y a eu la période d'oralisme, il y a eu la période langue des signes, et maintenant, probablement qu'on entre dans une période beaucoup plus ouverte où il va falloir chercher à utiliser tous les outils pour donner le maximum de chance aux jeunes. On est dans un établissement pour sourds, donc on se dit, sans réfléchir suffisamment, on va leur proposer des activités pour sourds. Donc sur le plan culturel, on va faire venir un mime qui était tout à fait excellent, d'ailleurs, qui nous est venu du Canada. Et puis d'un seul coup, on réfléchit, on se dit, mais attention, il y a une autre curiosité qu'il faut avoir, il y a un autre accès à la culture, et allons leur faire voir aussi des spectacles pour entendants. Parce que c'est d'un intérêt majeur sur le plan culturel d'avoir accès à une variété, que ce soit la musique, que ce soit, on parlait ensemble l'autre soir de l'opéra, eh bien je crois que c'est un endroit favori. D'ailleurs on a un sous-titrage maintenant, ce qui permet au commun des mortels qui ne parlent pas forcément ni allemand ni italien de mieux comprendre les scénarios proposés. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas enfermer, et ça c'est tout le rôle de l'INJS, de ne pas enfermer dans un bel écrin nos élèves. On ouvre les portes et culturellement, on leur propose des spectacles qui ne sont pas des spectacles pour sourds. Madame, monsieur, nous arrivons à Vannes. Vannes, 3 minutes d'arrêt. Oh, prends mon sac à main. C'est qui? C'est Foufou. Frédéric Niva? Non, Frédéric Niva, il est là. C'est mon témoin. Ouais. Mais de toute façon, il faudra parler. Hein? Il faudra parler. Faudrait que tu fasses un discours. Ah oui, c'est la craque. Mais t'es pas bien, quoi. Devant de scène. Moi, je parle pas de scène. Ouais, je crois aussi. Pas devant. On sera que 120. Hein.
mari. Oui, je le veux. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un à l'autre tout au long de notre vie. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans les liens du mariage. Jennifer va signer parce qu'elle est sourde et c'est son amie qui va traduire. Ah, bien. Ça ressent les droits de force. Bonjour tout le monde, ça va, tout se passe bien, le mariage en l'ensemble se passe bien. Oui. Maintenant, Morgane est devenue une femme, Christophe est devenu un mari. Morgane, ça fait 12 ans que je la connais. Elle a accepté mon handicap sourd. C'est la seule amie entendante que j'ai et je suis fier d'elle. Et c'est la seule entendante que c'est ma très bonne amie. Tous les deux acceptent que je sois le témoin. Merci de me faire confiance. Je vous adore tous les deux et je souhaite plein de bonheur et plein de projets d'avenir. Que la famille s'agrandisse. Bonne soirée et j'espère que tout va bien se passer et faites la fête. Ok. Les sourds, en général, me disent « Oh, t'as de la chance, tu peux entendre la parole, tu peux entendre la musique, tu peux reconnaître les chansons, tu sais qui est le chanteur. » Je dis « Ah bon, bah, je sais pas, c'est une éducation que j'ai eue depuis que je suis toute petite, on me dit que c'est rare, mais je veux dire, en général, c'est vrai que les sourds, ils sont plutôt dans les vibrations, ou sur des voix graves, ou... moi, j'entends très bien la musique, alors je sais pas, c'est exceptionnel pour moi, j'ai vraiment de la chance, même sourd profonde, j'entends beaucoup de choses avec mon appareil. Comme on dit, il y a toutes les nouveautés qui sortent, donc on est sans arrêt en train de s'échanger les CD et les cassettes à l'époque. Et c'est vrai que Jennifer était un peu mise de côté parce que bien sûr, elle n'avait pas la même écoute que nous. Donc on essayait de mettre assez fort, lui faire comprendre quel style de musique c'était, quel artiste. C'est vrai qu'on a essayé de lui faire donner goût, malgré son handicap, à la musique et tout ce qui était un petit peu culturel. Et comment dire, elle nous a vraiment suivis dans notre truc, elle s'est vraiment investie. Elle dit « Ah tiens, c'est un tel qui chante, ah ça c'est sympa ». Mais il fallait vraiment pousser les basses. Hein. Sa première discothèque, je l'ai fait avec elle, c'est moi qui l'ai emmenée. Elle voulait savoir qu'est-ce que c'était une discothèque. Je l'ai emmenée avec ça, justement avec Morgane. C'est moi qui les ai emmenés un soir tous les deux. Et ça lui a plu. Elle a aimé. Elle ne pensait pas avoir une discothèque comme ça, autant de bruit, de vibrations. Et ça lui a plu. Se mettre à la place de Jennifer quand elle écoute quelque chose, c'est pas facile, mais il me semble que c'est vraiment les boum, boum, boum. Enfin, ce qu'elle me disait souvent quand on allait même en discothèque ensemble, c'est ce qu'elle me disait quand j'entends le boum, boum, boum.
Tout simplement les signes de déshydratation. Qu'est-ce qu'on retrouve? Hyperthermie à un stade avancé. Il y a des sourds qui font la formation infirmière. Ça existe déjà? Ouais, pas comme à Marseille. Il faut demander les interprètes. T'es pas prise en charge, tu vois. Donc maintenant, nous nous réunissons ici pour parler des signes, c'est-à-dire quand une personne sourde étrangère arrive, vous utilisez la langue des signes, mais vous êtes parfois coincé. Alors nous allons travailler ensemble sur la langue des signes, expression en direct, c'est-à-dire l'iconicité des signes. Il ne s'agit pas de vocabulaire de la LSF, c'est interdit. Vous allez plutôt employer du mime. Si vous faites de la LSF, on vous tape. Attention. Ah oui, il faut que j'apporte un bâton. Je n'ai pas de bâton. Il faut que j'apporte un bâton pour taper. Ça peut également aider les entendants. Ça peut également aider les enfants. On voit bien que la communication, par exemple, avec les petits, se fait essentiellement par le pointage. Ils montrent ce dont ils ont envie, ils montrent le biberon. Ils sont essentiellement dans le pointage. Quand on regarde le journal télévisé, on s'aperçoit que les présentateurs, souvent, ont une certaine règle à respecter. Il leur est interdit de bouger les bras et de faire des pointages comme ça. On pourrait imaginer que le présentateur de la météo fasse la météo sans utiliser le pointage. Ça serait complètement incompréhensible. On a chaque année ici de nombreux visiteurs étrangers, et bien qu'ils soient japonais, anglais, autrichiens, espagnols, il y a bien sûr des moments d'hésitation. Au bout d'une heure et demie, les gens échangent et les gens se parlent. Bernard Mottez utilisait l'expression « les sourds, c'est des citoyens du monde ». Bien sûr, il n'y a pas de frontières linguistiques. Ils se comprennent très vite entre sourds d'un pays à l'autre, mais d'un pays même très éloigné. La voie d'avenir, c'est certainement de défendre une position ouverte qui reconnaît l'ensemble des modes de communication, qui permet de donner aux jeunes sourds
la totalité des outils qui leur permettront à la fois d'être insérés dans la vie sociale, mais en même temps d'avoir une vie intellectuelle, artistique, relationnelle, riche. Entre un patient et un médecin, ce n'est pas un rapport égal. Et entre un patient sourd et un médecin entendant senior, alors le rapport il est très inégal. Quand il y a 2 sourds et un entendant, je trouve que le patient sourd s'exprime beaucoup plus. Ils osent dire « oui, je n'ai pas pris mon traitement parce que ça m'embêtait, etc. » Plutôt qu'ils disent « oui. » Ou même qu'ils disent « oui, aujourd'hui tu n'es pas clair, je comprends rien à ce que tu me dis, mais il faut qu'ils osent me le dire. » Le travail ici, c'est un travail intéressant parce on touche, comme on en a parlé un peu précédemment, à l'intime des personnes. Donc ça peut être un peu déstabilisant des fois, un peu difficile. Mais en même temps, c'est un des domaines dans lesquels il est essentiel que l'information passe. C'est quand même le domaine de la santé, donc il faut vraiment que l'information soit accessible à tous. D'ailleurs, c'est une des missions de l'hôpital, quoi. Voilà, on pourrait retrouver les mêmes demandes, enfin les mêmes besoins au milieu de la justice, où je trouve également que c'est important qu'il y ait des interprètes. Il ne s'agit en aucune manière de créer un ghetto ou quelque chose de séparé. Il s'agit au contraire de faire en sorte que les sourds puissent bénéficier des mêmes soins que les entendants, mais à la condition d'être accueillis d'une manière spécifique. Les sourds, ils restent avec leurs questions comme ça au fond d'eux. Ils ne peuvent pas s'exprimer, on passe par l'écrit, mais c'est pas suffisant. Ils ont besoin de cette langue des signes qui va leur permettre de montrer leur identité. Sans la langue des signes, les gens dépriment, enfin, ils ne peuvent pas s'exprimer sur leur état de santé. Ils sont là, en acquiesçant, bêtement, sans comprendre. Moi, je pense qu'on n'a pas à accueillir forcément les sourds d'un côté et les entendants de l'autre. Il faudrait qu'on puisse avoir en tout cas un rapport égal avec les sourds. Parce qu'il y en a marre, il y en a un peu marre d'avoir aussi des discriminations comme ça. Il faudrait, oui, tous les gens ont droit à des soins de qualité équivalente, les noirs comme les blancs, comme les gens en chaise roulante. Bon, il faudrait par exemple qu'il y ait accès à des gens qui sont en fauteuil ou des gens qui sont aveugles. Normalement, on doit accueillir tout le monde.